Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Eh bien, nouvelle semaine, on a des choses intéressantes à vous raconter, ce que vous allez pouvoir faire de vos jeux, ce qui va devenir de vous, contre qui vous pourrez porter plainte, et puis si vous êtes les rois de la baston, c'est la bonne émission, vous allez voir, ça fait un sacré programme. Et pour en parler avec nous, l'ami Julien Thierry. Adibou, comment ça va ? Bah ça va très bien, très content d'être là, toujours ravi quand tu m'appelles pour venir, et en plus... T'as décidé de ramener quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai pas vu depuis une éternité. Donc là, c'est que du bonheur là, en ce moment. Parce que c'est aussi l'émission des rencontres. On fait agence. T'as surtout un suite, pour ceux qui ne voient pas, qui nous écoutent. Il a le suite de circonstances. Essayez. Avec Dragon Ball dessus. Ouais. Et en face, le grand spécialiste Dragon Ball, l'ami Maxime Chao. Ça va, Maxime ? Ouais, ça va. Merci pour l'invitation, Melinda. Mais écoute, toujours un plaisir. On va croire que tu ne viens que quand on parle de Toriyama, mais moi, sinon... je suis très ravi de parler de Toriyama à chaque fois. C'était mon manga de chevet quand j'étais petit, donc absolument ravi d'être là. Et voilà, casting de choc pour parler notamment, vous avez bien compris, de Dragon Ball. Mais pas que, et on va attaquer direct avec l'actu à chaud. On va être hyper sérieux sur les actus à chaud. Ouais. Zéro crédibilité quand je dis ça, j'aime bien ça comme... Non, je voulais parler avec vous, messieurs, d'une info qui est tombée la semaine dernière. La Californie l'État de Californie veut obliger désormais tous les éditeurs et toutes les plateformes, les boutiques en ligne qui vont vendre des jeux en Californie, ce qui représente à peu près 10% des joueurs aux États-Unis, rien que ça, à indiquer désormais pour chaque jeu que vous n'achetez pas le jeu, vous achetez une licence. Alors, c'est un projet qui a été signé par le gouverneur Gavin Newsom, qui a été présenté par une députée, qui a été, choquée, dirons-nous, par le cas The Crew, dont on avait déjà parlé dans cette émission, du jeu qui a disparu, débranché du jour au lendemain, et ceux qui avaient investi, eh bien, merci, au revoir. Alors, ça concerne notamment Steam, évidemment, le Microsoft Store, le PlayStation Store, Nintendo eShop, Ubisoft aussi sa boutique, ils vont devoir mettre extrêmement précisément et clairement qu'un acheteur perd les droits potentiellement sur le contenu qu'il achète. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Alors ça entrera en vigueur au 1er janvier 2025, Julien, parce que ça fait longtemps qu'on parle de cette histoire de attention, vous achetez un jeu, quand il y a marqué connexion internet indispensable en bas, eh bien c'est un message d'alerte en fait. Ouais, totalement, et c'est la grogne des joueurs pour la plupart, parce que soit ils ont une mauvaise connexion internet, soit ils en ont pas, et puis il y a ce côté où aussi on adore acheter en physique, malgré tout, même si en termes de vente ça représente un tout petit pourcentage, et du coup on se dit, bah voilà, comme à l'ancienne, tu mets ton jeu, il marche, et puis basta. Et en fait non, les choses elles ont tellement évolué que dès que tu vois ce message, oh ça s'érisse, ça va faire du review bombing sur les internets et ça crée la discorde. Le problème c'est que on a été peut-être mal éduqués, en tout cas les syntaxes ont été mal choisis, et c'est vrai que le mot acheter, pour nous, quand il y a écrit on achète numériquement, c'est que le truc nous appartient. Mais la vérité, c'est que ça n'a jamais été le cas. Et c'est juste que ce retour à la réalité, elle fait très mal. Et ça avait déjà été le cas avec Sony, qui avait perdu tout le catalogue Discovery. Et les gens avaient tellement grogné que Sony a dit bon, on a trouvé un truc, mais bon, c'est temporaire. Les gars, vraiment, on essaie de gratter un an de plus et basta. C'est juste la syntaxe a mal été choisie, mais c'est le cas depuis toujours. Dès que c'est dématérialisé, quoi. Ouais. Depuis toujours. Après, effectivement, on est dans une époque où maintenant, c'est depuis l'arrivée d'Internet, effectivement, avec les connexions obligatoires, que tout a changé. Mais auparavant, c'est vrai que si on revient à l'époque des consoles avec des cartouches, des jeux sur cartouches, bah, aujourd'hui, j'ai toujours mes jeux qui ont 40 ans, je mets sur ma console, ça fonctionne, il est à moi, personne ne va venir me le récupérer. Je pense qu'effectivement, c'est la suite logique de ce qui se passe avec, bien sûr, l'arrivée d'Internet, les connexions obligatoires, le fait que les éditeurs veulent avoir la main sur tout. Il y a beaucoup aussi de contrats qui sont signés avec des ayants droit qu'il faut parfois faire tomber. Je pense à Just Dance, où Ubisoft signe des droits musicaux qui durent peut-être 3, 4, 5 ans, et au bout d'un moment, ça se termine. Donc il faut qu'ils aient la main pour pouvoir justement annuler ces contrats. Je pense aussi à d'autres jeux, tu parlais de The Crew, mais il y a plein de jeux où il y a des marques dedans, donc les jeux de foot, les jeux de sport, de manière générale, quoi. C'est un vrai problème ça d'ailleurs, parce qu'on me souvient, Sony avait perdu, PlayStation avait perdu aussi une partie de son catalogue sur les droits musicaux. Alors on aime tous avoir de la musique et puis acheter les vinyles, les machins à écouter, mais en fait ça c'est aussi un risque d'une date de péremption sur un jeu à cause comme tu disais, des droits. Alors pour rebondir sur ce que tu disais, Julien, justement, dans la loi californienne, il sera interdit d'utiliser des mots comme achat ou acheter si on ne spécifie pas que vous achetez une licence. C'est-à-dire que limite le mot jeu complet va être banni parce que vous n'achèterez jamais en fait un jeu complet. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec le fait qu'on se rue tous sur le démat, question de place, facilité,
et que justement, Maxime, on perd ça, on perd finalement ce droit à avoir un jeu qui va nous rester, parce que tous les jeux ne nécessitent pas une connexion Internet, normalement. Non, mais par contre, ça va être de plus en plus, je pense, quelque chose de commun, parce que les éditeurs, ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà des droits de licence pour de la musique, pour des marques, pour autre chose, ils veulent aussi contrôler les jeux. C'est-à-dire que... Alors, je prends un exemple très concret. Quand un jeu va sortir à une date précise et que l'éditeur ne veut pas que le jeu fuite, pour que le jeu puisse être activé le jour même, il faut une connexion obligatoire. Et donc, tu peux acheter le jeu en physique, parce que souvent les jeux en physique sont disponibles en vente 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines avant, parce qu'ils doivent presser le jeu, ils doivent l'envoyer aux boutiques, et certaines boutiques le mettent en vente avant. Et donc, si jamais il y a cette connexion obligatoire qui demande justement de te connecter pour pouvoir lancer le jeu, là, ils ont vraiment le vrai contrôle. C'est-à-dire que là, ils peuvent aussi empêcher les fuites. Donc, tout ça, c'est vraiment du contrôle fric, en fait, de la part des éditeurs. Et cette loi qui vient en Californie, c'est pour être réglo par rapport, en fait, aux consommateurs. Parce que, comme il y a eu The Crew, l'histoire de The Crew qui fait un peu jurisprudence, les gens sont choqués. Donc, il faut effectivement maintenant mettre les bons mots sur ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. Et effectivement, c'est pour se protéger, pour éviter que derrière, il y a des class actions, des consommateurs qui disent bah non, c'est mon jeu, je l'ai acheté, pourquoi aujourd'hui on me le retire? Oui, c'est quelque chose qui va se généraliser, ça c'est sûr. Est-ce qu'on n'est pas victime aussi de notre boulimie permanente d'avoir du contenu en plus? Parce qu'évidemment, avant on achetait un jeu, il était fini. Déjà normalement il était fini. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que cette connexion Internet laisse la liberté aux développeurs, on le sait bien, de balancer des patchs Day One. Des DLC, des mais nous, on est content content d'avoir des DLC, d'avoir des mises à jour. Est-ce qu'on n'est pas aussi victime, finalement, est-ce qu'on ne s'expose pas? Parce que cette licence, en effet, on n'achète plus un jeu fini. C'est rare les jeux qui arrivent comme ça, et derrière, on en veut toujours plus. Toujours plus, ça veut dire que finalement, c'est une vraie licence, c'est pas un jeu complet qu'on achète. Ouais. Alors, je sais pas si c'est intrinsèquement lié. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la mécanique de bien, on va découper notre jeu, on va faire des fighting pass et compagnie, et puis ça se vend mieux. Je pense pas que ça soit vraiment dû à ça, personnellement. Je suis juste très content, en tout cas, qu'on change la syntaxe des mots, qu'on adopte un bon vocabulaire, parce que dans notre tête, c'était pas comme ça. Par exemple, les services de vidéo à la demande, on sait que si Netflix, c'est fini, entre autres, hop, on n'a plus les films, c'est normal. Eh bien là, ça va être la même chose avec du démat, c'est juste qu'on ne l'avait pas encore intégré. Donc ça, je suis plutôt content pour nous, consommateurs, que ça soit clair. Et après, lié par rapport au DLC, à notre surconsommation, pour être totalement franc, je pense que le nombre de personnes qui ont des bibliothèques Steam avec 200, 300, 400, 500 jeux, ils en ont joué à 2 qui n'ont même pas terminé, ça existe entre guillemets depuis la nuit des temps. Donc moi, je n'ai pas cette sensation-là, en tout cas. Ça ne concernera pas, évidemment, les jeux gratuits. Oui, il faut le dire quand même. Ni les services sur abonnement. Tu parlais des abonnements, voilà, le Game Pass n'est pas concerné. Je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais aussi, c'est que je pense que c'est générationnel. C'est-à-dire que c'est un peu comme la musique aujourd'hui. Tu vois, la musique, ça fait quasiment 25 ans qu'elle est dématérialisée. Moi, je vois mes petits cousins, mes petits neveux qui ont entre 6 et 15 ans, qui n'ont jamais connu le disque, la musique en physique. C'est naturel pour eux, en fait, de s'abonner. Et une fois que tu es abonné, tu perds tout. Je pense que nous aussi, le jeu vidéo est encore un média qui est très récent. Il a 45 ans à peu près. On est tous encore là, les gens qui ont connu le jeu vidéo d'antan, mais ça va disparaître au bout d'un moment. C'est-à-dire que les gens vont s'habituer, même les plus jeunes, quand je les vois, il y en a qui n'ont pas le réflexe d'aller acheter le jeu en boutique, ils le téléchargent. C'est devenu normal pour et eux. Basta, voilà, exactement. Donc je pense que c'est aussi générationnel. Et cette histoire de Californie qui pose les bons mots, c'est pour se protéger, effectivement. Et par rapport à la loi, quoi. Ouais, peut-être que ça fera des émules, parce qu'en Europe, c'est vrai que c'est marrant, on n'a pas pris encore le sujet à bras-le-corps, on aime bien sauter sur tout, mais on l'a pas fait encore. Je voulais juste vous donner la réaction de GOG, qui forcément y est allé de sa petite phrase, parce que GOG, on le sait, c'est une boutique qui est connue pour ne pas mettre de DRM, et qui ont dit « Votre héritage gaming est toujours dans vos mains. En gros, voilà, venez chez nous, le jeu, vous en faites ce que vous voulez. » Mais ça, l'héritage, on en reparlera, mais l'héritage gaming, c'est aussi une vraie question. Quand tu parles des bibliothèques de 200 jeux, oui, je meurs, qui hérite de ma bibliothèque? Eh ben, je pense que c'est Steam. Autre sujet, parce que rien ne va bien pour les boutiques, mais là ça m'a fait rire, donc je voulais partager ça avec vous. En juin dernier, Steam a été poursuivi pour 780 millions d'euros par une action collective en Grande-Bretagne, 14 millions de joueurs, rien que ça, qui accusent la boutique en ligne de Valve d'avoir gonflé ses prix, d'avoir une position dominante sur le marché des jeux vidéo et donc surfacturé. Et sous couvert aussi d'avoir imposé aux éditeurs des prix pour les empêcher de vendre moins cher leurs jeux sur d'autres boutiques. Alors, dans la plainte, c'est marqué que c'est jusqu'à 30% plus cher que ce que les joueurs auraient pu payer. Je vous raconte ça
parce que si jamais cette plainte arrive à bout, c'est tous les joueurs Steam de Grande-Bretagne qui pourront toucher, on parle de 40 ou 50 euros chacun, ça fait un jeu à peine. mais bon, il y avait déjà une plainte pareille. Mais petite réaction rigolote, Valve vient de changer ses conditions générales, quelque part pour se mettre un peu à l'abri. Alors, avant, quand vous aviez un problème avec Steam, pas trop pour nous en Europe, mais vous pouviez demander un arbitrage pour régler rapidement tout souci de jeu qui ne vous convenait pas et tout. Alors, l'arbitrage, c'est fini. Ils ont dit, nous avons supprimé l'obligation de résoudre les litiges par arbitrage individuel. J'aime bien l'obligation, parce que c'était dans les conditions. Voilà, nous encourageons à contacter le support Steam lorsque vous rencontrez des problèmes. Ce sera presque toujours le meilleur moyen de parvenir à une solution. Et pour cause, aujourd'hui, vous avez un problème pour Steam, eh bien, vous avez le droit d'attaquer Valve. Donc là, on se dit, super, problème, les tribunaux, tout le monde sait combien c'est un peu problématique, mais il faut aller faire ça dans le comté de King, dans l'État de Washington, aux États-Unis, donc au fin fond. C'est complètement à l'opposé pour nous. Non, je vous dis ça parce que ça me fait rire, parce que tout le monde va signer les conditions actuellement. Personne ne les lit. Personne ne les lit. C'est clair. C'est pour ça que je vous le signale. Voilà, il n'empêche pas de faire des recours collectifs, mais quand même, ils galèrent ça. L'arbitrage, c'était très favorable pour eux parce que ça permettait de régler rapidement une situation, mais pour le consommateur aussi, ça permet peut-être à moindre bénéfice, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça pour vous, Valve, ils vont dans la bonne direction de dire allez-y, accusez-nous, attaquez-nous si vous voulez, on fait plus de recours, on fait plus d'arbitrage ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un problème, alors il y a eu la réduction des temps de jeu. Avant, vous jouiez 2 heures ou je ne sais plus combien de temps, et puis... tu peux te rembourser jusqu'à 2 heures max, voilà, rembourser le jeu. Ça, c'est un peu descendu. Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile quand on a des problèmes sur les boutiques en ligne? Je reviens à ma question précédente sur le jeu n'est pas à vous, mais pas vraiment. Comment on s'en sort avec tous des maths quand il y a un souci? Parce qu'avant, on ramenait le jeu en magasin. Oui. C'est facile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va attaquer au fin fond des États-Unis? Justement, ils sont en train de réduire le champ des possibles pour le consommateur. Ils ont séduit à un moment donné, Steam a séduit effectivement les joueurs en leur disant on va vous rembourser après 2 heures de jeu si ça vous plaît pas. Tout ça, c'est pour attirer en fait du monde en fait sur leur plateforme. Et maintenant que tous ces gens-là sont arrivés en masse, sont habitués, on diminue à chaque fois maintenant les possibilités, les avantages et ce genre de choses. Enfin, pour moi, c'est assez classique. Est-ce qu'ils ont raison? J'en sais rien, c'est leur business. Eux, ils disent que c'est pour faire une fleur aux consommateurs, j'aime bien. Oui, mais toujours. Hein, il faut toujours voir le verre à moitié plein, évidemment. Mais non, moi, c'est pas que ça me choque pas, mais on est dans un monde où effectivement, il faut lire la moindre ligne, effectivement, dans les conditions d'utilisation. Moi, j'ai lancé Dragon Ball Sparking Zero il y a pas longtemps. J'avais 3 pages de conditions. Doute bien que je les ai pas lus. J'ai scrollé, j'ai fait valider, et puis je suis parti dans le jeu. Voilà, on attend que ça en fait. Donc, ils ont tous tout compris en fait. Ça se trouve, t'as engagé ta famille sur 10 générations. Absolument, j'en sais rien. Les petites astérix, on les lit pas. C'est trop long. Tout est fait justement pour nous décourager de toutes les façons. Ça serait barbatif de lire ça. Évidemment. Ça donne pas envie. Tu nous as fait une magnifique transition vers un autre jeu dans lequel vous allez pouvoir investir, mais qui ne vous appartiendra pas. C'est Dragon Ball Sparking Zero qui sort ce vendredi 11 octobre, j'ai dit 11 novembre, 11 octobre. Alors, je vais demander à ces messieurs, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un jeu Dragon Ball tous les 2 jours, et on me dit, mais non, pas du tout, tous les fans attendent ce jeu depuis 17 ans. Maxime, pourquoi est-ce que tu attends ce jeu depuis 17 ans alors que j'ai l'impression qu'il y en a eu un hier? Alors, tu as raison, il y a des jeux Dragon Ball tout le temps. À chaque année, il y a un nouvel épisode de Dragon Ball. Ce qu'il faut savoir, c'est que la licence, elle est tellement lucrative, tellement juteuse que Bandai Namco ne peut pas s'asseoir sur un tel héritage, en fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de jeux Dragon Ball. Il y a évidemment les jeux sur console et PC, il y a les jeux mobiles aussi qui cartonnent énormément. Les jeux de cartes sur mobile, c'est un gros carton. Et là, on va reparler du public, mais ça, c'est un autre public qui joue et qui dépense sans compter. Moi, je connais des gens sur ce type de jeu ont déjà dépensé plus de 700 € dessus. Donc, on est vraiment des petits joueurs. Nous, avec votre jeu à 70 balles. Exactement. Nous, on se plaint avec des DLC, tout ça. Il y en a qui dépensent des fortunes dedans. Pourquoi on l'attend, celui-ci? Parce que c'est tout simplement la suite, l'héritage de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Budokai Tenkaichi, qui est à ce jour le meilleur jeu Dragon Ball jamais réalisé. Je parle de cette licence. Évidemment, c'était il y a 17 ans, donc beaucoup de gens s'en souviennent pas. La nouvelle génération ne l'a pas connu. Et d'ailleurs, cette nouvelle génération pense que c'est ce jeu-là qui copie sur les anciens, alors que c'est lui qui a posé les bases du vrai jeu Dragon Ball. Quand je dis vrai jeu, c'est vraiment un jeu qui retranscrit toute la puissance que peut générer en fait ce manga et l'animé surtout. C'est-à-dire que
On est sur un plan on est sur des arènes. Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que c'est un jeu de combat. Ouais. C'est pas un jeu d'action-aventure type Dragon Ball Kakarot. C'est pas un open world où on va se balader et combattre de temps en temps et suivre l'histoire du manga, des différents arcs. Non, le but premier, c'est un jeu de combat, c'est un jeu de baston. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas le confondre avec autre chose. Et dans ce qu'il propose, c'est absolument le meilleur. On est vraiment dans la pure représentation que représente en fait Dragon Ball, le fait d'avoir des personnages. Déjà, on a un casting qui est phénoménal, 182 personnages au lancement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de doublons, plusieurs versions de il y a des... Sangoku, il existe en 19 versions par exemple. Ah ouais, c'est un 182 où ils sont 15 à l'arrivée, voilà. C'est ça que tu veux nous dire. Okay. Après, 182, ça reste un roster quand même assez conséquent, donc effectivement, si on ne compte pas les doublons, il y en a quand même une bonne centaine, ce qui est quand même assez important. Mais oui, donc casting conséquent, gameplay ultra péchu, ça explose de partout, et surtout ce que les gens ont minimisé, parce que quand on voit comme ça des vidéos sur YouTube où des gens jouer, ça va très très vite, on se dit c'est très simple à prendre en main, en fait pas du tout. Et je crois qu'à Dibou on a un petit peu fait les frais, si tu connais pas bien la licence, c'est quand même assez technique finalement, ils ont quand même réussi à approfondir justement la technicité du jeu. Ah mais clairement, moi ça a été, moi qui ne suis pas calé comme toi, ni sur la licence, ni sur les jeux de combat, j'avoue que j'étais un peu perdu. Adibou aussi ? J'étais perdu parce que ça faisait 17 ans que j'ai pas joué au jeu. En fait, moi j'ai connu ça. J'ai joué au Budokai Tenkaichi sur PlayStation et j'avais adoré. C'était vraiment mon jeu préféré à l'époque. Je pense d'ailleurs que Dragon Ball est l'une des seules, ou peut-être la seule licence manga vraiment respectée dans le jeu vidéo. Parce que Naruto aussi. Naruto un petit peu, c'est vrai. Mais les Ultimate Ninja Storm, etc. C'est ça, je trouve ont moins de panache que ce qui vient de sortir. Et comme ça sort un peu tous les ans ou tous les 2 ans, il y a moins le temps de se renouveler. Mais en tout cas, Dragon Ball a toujours été respecté. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas joué. Moi, je préfère les jeux 2D à la Street Fighter, etc. Les Arena Fighter, c'est moins ma cam. Donc, j'ai été pris de court, mais j'ai retrouvé tout ce qu'on trouve dans DB. On sait les portes, Kamehameha, ça va vite, c'est puissant. Et puis en plus, graphiquement, j'ai l'impression de voir enfin le premier jeu cel shading d'un animé, une fois de plus, pour vraiment comparer ce qui est comparable, qui a pris le galon de la nouvelle génération, de qu'est-ce qu'on peut faire avec des consoles performantes. Et même pour la rétine, genre c'est un bijou, c'est un régal. Genre vraiment, c'est vrai qu'il faut rappeler, ce jeu-là ne sort que sur PS5, Xbox Series et PC. Et pas sur les anciennes générations. Donc ça, il profite vraiment de la puissance. Mode solo, mode multi. Absolument. C'est vrai ce que tu dis. Moi qui ai surtout le souvenir de l'anime en tête, j'ai eu l'impression vraiment de le voir en action. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue. J'ai une question, pourquoi ça marche encore aujourd'hui, Dragon Ball ? Parce que la licence est ultra populaire, parce que Dragon Ball est une série qui continue aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire qu'on a eu Dragon Ball Super qui est arrivé il y a 10 ans et qui a continué. Je crois que les dernières en date, ça s'est terminé en 2018. Il y a eu les films qui sont sortis. Donc, ça, en fait, Dragon Ball a su renouveler en fait, son histoire. Bon, pas forcément de la meilleure des manières. Après, les anciens diront que c'était toujours mieux avant. Mais ça parle à la nouvelle génération. C'est-à-dire que moi, mes enfants connaissent et regardent Dragon Ball. Donc c'est voilà, c'est ça, c'est que ça se propage dans le temps et ils ont été malins avec ça. Et là où ils sont forts aussi, c'est qu'ils arrivent à faire le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle, avec toujours. Alors c'est toujours très répétitif, effectivement, on retrouve toujours les mêmes personnages, mais il y a toujours ce lien de connexion, ce lien de parenté entre ce qui se passait il y a 40 ans et aujourd'hui. Donc ça n'a pas vieilli, c'est toujours aussi populaire. C'est le manga qui a posé les bases du shonen moderne que tout le monde reprend. On l'a vu, je pense qu'on a fait une émission ensemble aussi sur Akira Toriyama quand il est décédé. Enfin, on a vu l'effervescence que ça a généré. C'est assez dingue, Tous les mangaka, les auteurs l'ont salué. Enfin, c'est-à-dire que sans lui, le manga d'aujourd'hui n'existe pas en fait. C'est un peu Est-ce que c'est un jeu, on l'a dit, vous êtes des fans de la licence, est-ce que c'est un jeu qui peut être abordé et abordable par des gens qui, par exemple, n'ont aucune base sur l'univers de Dragon Ball? Absolument. Je pense, ouais, je pense que tu peux y aller tranquille, vu que c'est un bon... En fait, nous, ce qu'on veut en tant que joueur, c'est juste un bon jeu. Et Dragon Ball Sparking Zero est un bon jeu. Donc, tu peux y aller. Les personnages, en plus, sont grave stylistes. Et si tu connais vraiment pas du tout, mais la chance que tu as, tu vas avoir des transformations, tu vas avoir de la superpuissance, tu vas avoir des personnages charismatiques. Quand tu vas voir Broly pour la première fois se transformer en vraiment Super Saiyajin légendaire qui fait 2,50 m pour 1,5 tonne, mais tu vas faire mais qu'est-ce que c'est que ce mec avec son cri quand il attaque. Ouais, non, c'est génial. Le premier Kamehameha que tu vas entendre, il est fou. Donc bien sûr, comme c'est un bon jeu, ça passe. En revanche, c'est vrai que si tu es un joueur casu, donc un joueur qui joue que de temps en temps, il est vrai que met les gens en difficulté facile, tu vois. Parce que les combats, moi j'ai fait le mode histoire en partie, en fait ils montent très vite, crescendo.
tu meurs 2-3 fois et puis te dis ok, tu veux refaire la mission plus facile. Bon, évidemment, je dis non. Mais je suis obligé de refaire moi, un quart j'hésite d'heure. pas une seule seconde. Mais ouais, je me dis allez, un quart d'heure, je tryhard. Donc si tu veux le tout venant et que t'es pas trop jeu de baston mais que ça t'intéresse, c'est un très bon jeu. Si en revanche t'es vraiment casu, soit mets le mode facile, soit passe à côté, parce que comme l'a dit Maxime Chao, c'est pas du tout facile, c'est vraiment profond, il y a plein de techniques, etc. Là où je suis d'accord avec toi, et pour moi en fait c'est un jeu qui est beaucoup plus simple d'accès par exemple que Dragon Ball Fighter Z, qui est vraiment un jeu, en fait c'est du 1v1 fighting très centré sur l'e-sport, c'est typé sur les jeux genre Street Fighter, King of Fighter, vraiment sur un seul plan, où là c'est encore plus technique, c'est-à-dire que c'est limite un peu hermétique, c'est-à-dire que le grand public il va avoir du mal parce que c'est vraiment très très technique. Là c'est technique mais c'est pas insurmontable, c'est-à-dire que si on ne connaît pas, on va apprendre, il y a une marge de progression qui est énorme, il y a d'ailleurs un mode entraînement qui est absolument dingue, c'est-à-dire qu'on peut tout apprendre et qui est très très intéressant. Ça j'ai vu. Voilà. Et il y a aussi donc pour quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball, il peut y aller parce qu'il y a 8 modes histoire. Donc on va pouvoir effectivement revivre tout l'arc de Sangoku de l'arc Z, c'est-à-dire que quand il est jeune adulte jusqu'à Super, c'est l'arc le plus long, et puis il y a celui de Vegeta, de Sangohan, même des méchants qui sont Freezer, Jiren, Black Goku, donc il est là, on a vraiment, alors encore une fois c'est un jeu de baston avant tout qui a incorporer un mode histoire qui n'est pas très élaboré, c'est-à-dire que c'est pas le même que celui de Dragon Ball Kakarot qui est beaucoup plus fourni, beaucoup plus intéressant, mais il y a toujours effectivement cette approche, c'est-à-dire que si on ne connaît pas l'histoire, on va avoir un très bon résumé des différents arcs de Dragon Ball. Donc vraiment, par toutes les portes d'entrée, c'est un très très bon jeu en fait. Voilà, un jeu parfait pour le mauvais temps qui sévit actuellement. Entraînez-vous à la baston. Dragon Ball Sparking Zero qui sort ce vendredi 11 octobre sur PS5, Xbox Series et PC. Merci messieurs, on va passer, parce que tu as un jeu à nous raconter, Adibou. Donc on va passer à la partie à quoi on joue. Allez, je vais te laisser commencer, parce que moi aussi j'en ai. Tu voulais nous parler de Worlds of Aria, dont je n'avais absolument pas entendu parler. Ouais, Worlds of Aria, c'est un jeu de rôle dans l'idée. Étonnant de ta part. Ouais, effectivement. Donc des petits jetons, et en fait, il y aura une aventure qui se passe dans le monde d'Aria, qui a été inventé par Fibre Tigre, et donc le jeu a été développé par Ludogramme. Et en fait, c'est très simple, c'est des petites scénettes qui vont raconter une histoire, et puis tu vas pouvoir prendre un pion et lui dire, voilà, il y a une action, tu as plusieurs choix, tu mets le pion sur le choix que tu veux, et l'histoire, du coup, va se dérouler ainsi. Si tout le monde est dans la même veine, bon ben, ça avance, mais tu peux être en désaccord, et là, il va se passer plusieurs choses à l'écran, et ça va t'amener sur différentes histoires. Pourquoi je parle de ce jeu ? Parce que World of Aria est très connu, enfin le monde d'Aria est très connu, notamment sur Twitch, dans le YouTube Game, dans le Stream Game, puisque Fibre Tigre fait beaucoup d'actual play avec MrMV, avec Laz, avec Daz, avec Lam, avec Lydia, et d'autres créateurs de contenu célèbres. Et j'ai eu la chance de faire du doublage dans ce jeu, puisque moi aussi, j'ai un personnage qui viendra plus tard en DLC qui s'appelle Saint Seiya. Et c'était à l'époque de Webhead, quand on bossait justement avec le stream, etc. Et voilà, donc c'est aussi un petit côté promo, parce que voilà, on a participé. Eh ben, t'as bien raison. Et puis le jeu est chouette, il est cool. Tu peux jouer à plusieurs. Donc le truc le plus marrant, c'est pas de jouer tout seul, c'est de jouer avec des copains. Et là, chacun fait ses décisions, et là, ça part en vrille. Enfin, il y a vraiment des moments où c'est. Pourquoi t'as fait ça ? Tu savais que ça allait partir en vrille ? Je sais pas, c'est RP, c'est mon personnage. Mon personnage, il est comme ça. Du coup, bah, il vole des trucs. Et bah, je vole des trucs. Évidemment, quand tu voles des trucs au roi, ça se passe jamais bien. Ça se finit toujours mal. Mais les scénettes sont toujours hyper marrantes. Le dessin est très chouette. La DA est assez léchée. Pareil, si vous aimez bien le stream game, tout ça, bah, vous avez les voix de Ponce, de Lydia, de MrMV qui ont fait le doublage eux aussi pour Ludogramme. Et il est chouette, quoi. C'est un petit moment sympa, c'est rigolo. Alors oui, c'est pas un blockbuster, c'est vraiment pas un AAA, etc. Mais on passe un bon moment, c'est rigolo. Puis ça change du Pam Pam Boum Boum ou des jeux de baston qu'on peut aussi avoir. C'est un jeu que tu peux jouer en famille, c'est très rigolo. Il y a plein de scénettes qui sont vraiment sympas. Donc World of Aria, bah voilà, je me suis éclaté à jouer dessus. Et j'ai hâte que le DLC sorte avec mon perso, comme ça je pourrais même jouer le perso que je double, qui est moi-même, moi, quoi. Ah, mais on a hâte de voir ça, dis donc. C'est disponible sur PC ? C'est disponible sur PC, sur Switch, c'est disponible, je crois, aussi sur console. En fait, c'est disponible un peu partout. Il y a eu un gros Kickstarter qui a été lancé, et il y aura des DLC parce qu'il y a tellement de personnages qu'ils n'ont pas pu tout mettre du premier coup, ou ils n'ont pas voulu le mettre parce qu'il faut bien gagner un peu d'argent. Donc ça viendra au fur et à mesure du temps, quoi. Mais on en revient au sujet principal. Il va nous faire des DLC qui ne seront pas à nous. Donc voilà, Worlds of Aria, et on embrasse tous les
les gens qui sont dedans. Tu as bien fait de venir nous en parler. Moi, je vais vous parler du vaillant Petit Page, avant nommé The Plucky Squire, bien trop compliqué, qui est sorti parce que c'est un jeu qui m'a laissé perplexe. En fait, quand je l'avais vu avant qu'il sorte, j'avais adoré la DA. Alors, pour vous raconter l'histoire, vous êtes un petit guerrier qui s'appelle Laius, qui est accompagné de Violette et Crash, et donc ils sont dans un livre, ce sont des personnages de livre, comme d'un conte, et ils vont aller lutter contre un méchant qui s'appelle Rashkuit. Donc on a tous rigolé forcément sur le nom en français. Incroyable. Donc dans ce monde de Mojo, et c'est une histoire en 2D, basiquement, vous tournez les pages et vous êtes votre personnage avance. Mais soudainement, le personnage sort du livre et passe en 3D dans la chambre de l'enfant auquel appartient le livre, et donc vous devez aller chercher des indices dans le livre et en dehors et avancer. Bon, je vous pitche ça en gros pour pas spoiler. Alors, j'étais bizarre, vraiment une première impression très bizarre quand j'y ai joué vraiment dès le début, parce que ça blablate à mort. C'est infernal. Vraiment, c'est comme un livre, finalement, quand on tourne les pages. On se dit, quand est-ce qu'on joue c'est un peu du Zelda sans être du Zelda. Au début, on ne comprend pas trop ce qu'on fait. Je l'ai laissé reposer et j'y suis retournée. Et j'avoue que je me suis éclatée. C'est à la fois, il y a un peu de tout. C'est du plateforme, c'est de la réflexion, c'est de l'action. Il y a plein de mini-jeux plus ou moins intéressants. Mais j'ai beaucoup aimé déjà la DA, très sympa. La version française est excellente. La localisation, pour une fois, est vraiment... Ça vaut le coup de jouer en français. Et le passage 2D, 3D, j'ai trouvé ça très sympa. J'ai l'impression que tu y as joué, Adibou. Alors, j'ai vu beaucoup de potes streamers le faire parce que c'est un jeu que j'attendais de fou. Malheureusement, j'ai pas le temps de tout faire. C'est ça qui m'embête. Mais ça a l'air d'être dinguissime. Et j'ai entendu personne critiquer le jeu dans le mauvais sens. J'ai toujours entendu que des choses dithyrambiques sur The Plucky Squire, enfin le vaillant Petit Page, et j'ai trop hâte de le faire. Là, malheureusement, je suis sur WoW, donc ça me prend tout mon temps, mais dès que c'est fini, franchement, j'ai trop envie. Ça m'a rappelé It Takes Two, dans le fait que tu peux faire plein de trucs différents, tu as plein de gameplay, c'est pas juste de l'action-aventure, et ça me branche d'avoir justement cette pluralité de façon de jouer dans un seul jeu vidéo, surtout quand c'est bien fait. Alors, c'est un Devolver, hein, c'est l'univers Devolver, donc il y a de l'humour, il y a ce truc, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. De temps en temps, il y a des trucs hyper sympas, il y a des choses on comprend pas à quoi ça sert. C'est mon seul reproche. En revanche, voilà, le personnage est super mignon, l'ensemble est très sympa. Il faut lui donner... faut passer les 2 premières heures et lui donner quand même sa chance, ça vaut le coup. Au final, je ne regrette pas, mais j'aurais pu vous en parler plus tôt et vous dire... Mais je suis contente d'avoir insisté. Comme quoi, il faut prendre du recul parfois sur les jeux. Exactement, il faut les laisser reposer. Donc voilà, le vaillant Petit Page, disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Et oui, c'est le même problème toutes les semaines. Adibou, merci d'être venu. Merci à toi. Écoute, hein, tu connais la maison. Oui. Tu reviens quand tu veux. Maxime, pareil. J'ai les clés. Et au prochain jeu Tori à m'adapter, même avant. Tu sais bien que tu as le droit de venir avant. Et merci à vous toutes et à vous tous. Alors, je ne l'ai pas dit. Vous pouvez retrouver quand même l'ami Maxime sur jeuactu.com, j'ai un peu oublié. Et bien Adibou sur sa chaîne. Exactement, twitch.tv/Adibou. Voilà, quand je ne l'accapare pas pour les émissions. Et nous, vous pouvez nous retrouver en multidiffusion sur Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube, sur la plateforme RMC BFM Play aussi. Et évidemment, en podcast partout. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de remake et remaster. C'est la folie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Eh bien, ce sont nos experts qui vous le diront. En attendant, jouez bien à Dragon Ball ou autre.